3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous, le directeur de la recherche de General Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Cyriac Dayan nous accompagne, gérant diversifié chez Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Et Florent Vabon est également à nos côtés, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Donc, que dit l'économiste de cette série de licenciements annoncés par des grands groupes américains, UPS, Pauline en parlait à l'instant, au-delà des très bons résultats, le groupe annonce avoir supprimé 34 000 jobs cette année dans l'entreprise, contre 20 000 ciblés au départ, c'est quand même énorme. On a bien sûr Amazon qui finalement, alors ne licencie pas 30 000 personnes, mais annonce pour l'instant un chiffre de licenciement de l'ordre de 14 000 emplois. General Motors a également mis de côté quelques 200 employés. Target, dans la grande distribution, prévoit de couper environ 1 millier de jobs, etc., etc. Meta aussi doit couper des emplois dans le secteur financier, dans la banque. Est-ce qu'on est là sur les effets d'une économie américaine qui ralentit, ou est-ce qu'on est là sur les effets d'une économie américaine qui est en train de gagner en productivité avec, enfin, de premiers résultats liés à ces dépenses d'investissement frénétiques dans l'intelligence artificielle? C'est en effet la question. Si je suis un peu taquin, on pourrait dire qu'effectivement, dire qu'on licencie parce qu'on gagne en productivité avec l'intelligence artificielle, c'est mieux que de dire qu'on licencie parce que l'économie ralentit. C'est la bonne phase de l'histoire, c'est ça. Voilà. La meilleure phase de l'histoire. Ça, c'est parce que je suis un petit peu... voilà. Mais vous n'êtes pas la tête d'Amazon, en l'occurrence, Florent. Mais le sujet, vous avez raison, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'éléphant dans la pièce. D'ailleurs, il suffit d'écouter ce qui vient d'être dit à l'instant. On a cité, je ne sais pas, au moins 5 ou 6 fois le nom d'OpenAI, donc c'est un peu le sujet. Y a-t-il aujourd'hui des gains de productivité mesurables dans l'économie américaine du fait de l'intelligence artificielle? Franchement, je ne pense pas. Et à ce stade, il est très difficile d'avoir une conclusion. C'est un peu l'espoir. Ouais. Enfin, c'est même pas un peu. C'est l'espoir qu'il y ait des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Sinon, il n'y aurait pas autant d'investissements là-dedans. Il n'y aurait pas autant de deals qui se font, etc. Ce qui est intéressant, dans la nature des emplois coupés par Amazon, c'est pas les emplois dans les entrepôts, par exemple. C'est vraiment des emplois dans les bureaux, de fonctions support, etc. Contrairement, effectivement, aux précédentes révolutions technologiques, ou ruptures technologiques, Internet, etc., là, ça s'attaque directement aux professions intellectuelles. Donc, peut-être que ce sont des signes précurseurs, l'histoire nous le dira, mais à ce stade, il est difficile de le déterminer avec précision, je dirais. Maintenant, sur les gains de productivité, si l'on écoute les cabinets de conseil privés, évidemment qu'ils sont très positifs sur les gains de productivité. En revanche, les universitaires le sont beaucoup moins. Ouais. Et encore, même au sein de ce groupe, il y a des dissensions et des résultats qui varient. Donc, au global, on a un étalage, on a quelque chose de très éparse en termes de gains de productivité anticipés à horizon 10, 15, 20 ans vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, la conclusion, en fait, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Ouais. On sait néanmoins que ça aura des gains de productivité effectivement positifs. Voilà. C'est déjà une clé de lecture importante. Mais voilà, et donc effectivement, c'est l'enjeu. Et donc, on le voit, c'est effectivement le sujet majeur. On dit souvent que les marchés ne sont pas l'économie. Mais là, en l'occurrence, force est de constater que l'intelligence artificielle commence à transparaître aussi dans les données économiques. Ouais. Les plans d'investissement, forcément, c'est du PIB qui est généré. Quand on parle de construction de centres de données, il faut acheter aussi de l'équipement informatique. Alors, il faut faire attention quand on regarde les résultats du premier semestre sur le PIB. Il y a eu quand même un effet très délétère de la politique commerciale de Donald Trump, une perturbation sur les importations, les exportations. Il faut faire attention de ne pas surestimer les effets de l'IA. Mais ces dépenses de CAPEX, elles comptent beaucoup quand même dans la croissance du premier semestre dans son ensemble. Et après, on peut même aller un petit peu plus loin en se disant que la hausse des marchés financiers a engendré un effet richesse pour les ménages les plus aisés, et même pour les ménages pas forcément les plus aisés d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a une participation de plus en plus grande des investisseurs particuliers sur le marché des actions. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que ça alimente aussi la consommation. Tant et si bien qu'on a effectivement un ralentissement de l'économie américaine. Donc peut-être que ces licenciements sont liés à ça. Mais l'intelligence artificielle pourrait être l'arbre qui cache un petit peu la forêt. La vitesse de diffusion d'un outil comme ChatGPT est spectaculaire et reste historique à ce stade, par rapport à l'adoption qu'on a eue d'Internet il y a une vingtaine d'années, etc. Vincent, est-ce qu'il y a une corrélation entre cette diffusion massive à un taux, une vitesse spectaculaire et la vitesse à laquelle on va pouvoir observer des gains de productivité liés à cette technologie? Est-ce qu'on est en train d'en voir les premiers soupçons là avec les annonces d'entreprises comme Amazon?
Je le pense, en effet. Alors effectivement, c'est difficile à mesurer, mais je dois dire que cette économie américaine est pleine de contrastes, et je vais en citer quelques-uns. Mais force est de constater que la croissance reste plutôt solide. On avait une croissance annualisée de 3,8% au deuxième trimestre. Et si on regarde le GDP Now, l'estimation nous dit que sur le troisième trimestre, on est probablement sur des niveaux assez similaires de croissance. Et donc, on a ce contraste vraiment spectaculaire entre d'un côté le PIB qui reste solide et de l'autre le marché de l'emploi qui ralentit très clairement. On a un faisceau d'indices qui confirme cette tendance. Et donc, de facto, on a des gains de productivité. Pour réconcilier ce PIB qui continue de croître à 4% et ces pertes d'emploi qui semblent s'accumuler, la manière de réconcilier ça, c'est les gains de productivité. Alors, est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Ça reste à démontrer, mais en tout cas, on a quand même une présomption importante. Parmi les autres contrastes, on a, au sein de la poche consommation, on voit que la confiance des consommateurs est assez dégradée, mais par contre, les dépenses sont très solides. Et au sein même du poste consommation, on voit que les bas revenus et revenus moyens ont plutôt tendance à ralentir. Par contre, les hauts revenus dépensent beaucoup. Mais dans l'ensemble, ça donne une conso qui tient bien, avec en plus, comme vous le disiez, un capex, des dépenses d'investissement qui sont très solides et qui tirent l'économie. Donc des contrastes très forts qui créent de l'incertitude. Le dernier contraste que je veux mentionner, c'est le crédit. Puisqu'on a eu quelques alertes sur le crédit, avec notamment des défauts, et qui nous interrogent. Est-ce que ce sont les prémices d'une dégradation de la qualité de crédit et une crise de dette ? Tendance à penser que c'est très prématuré, que ce sont des cas assez isolés. Et au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on voit poindre à l'horizon une déréglementation aux États-Unis, financière, qui va libérer beaucoup de capital dans les banques et qui va permettre aux banques d'essayer de regagner des parts de marché sur les prêts et de faire concurrence notamment au marché du privé, la dette privée. Donc cette compétition entre les prêteurs risque de maintenir les conditions de crédit, les conditions financières sur des niveaux très favorables qui sont plutôt susceptibles de maintenir la croissance. Donc on a beaucoup de contrastes. Ça veut dire que les risques, d'un côté comme de l'autre, sont probablement plus importants. Les queues de distribution sont plus épaisses. Mais au total, aujourd'hui, on a une économie américaine qui tient bien, avec des soupçons de gains de productivité qui sont assez formidables pour les marchés. Parce que la productivité, ça veut dire plus de profit, ça veut dire une inflation maîtrisée. Donc c'est un cercle vertueux qui s'enclenche. Et si on met de côté les risques de queue de distribution, comme vous dites, globalement, le risque central, c'est que l'économie américaine nous surprenne encore à la hausse, peut-être dans les prochains mois et les prochains trimestres. Tout est en place pour ça. Je pense qu'il y a des risques des deux côtés. D'un côté négatif, c'est sûr que le ralentissement de l'emploi peut finir par affecter la conso, qui reste quand même un gros poste dans le PIB américain. Mais oui, il me semble que les conditions sont en place pour que la croissance américaine reste solide. On parle d'un capex qui est très solide. On sait que le dépense d'investissement, ça a le multiplicateur le plus important dans la croissance économique, dans le PIB. Et donc, c'est un facteur d'entraînement qui est très fort. Ouais. Bon, comment vous regardez cette histoire américaine, donc cette économie à nouveau en cas, Cyriac, et d'ailleurs, les marchés le reflètent assez bien, hein. Les marchés ne sont pas l'économie, mais en tout cas, on a ce cas aussi dans les marchés avec un poids de l'IA et de la tech. Alors, démesuré, je ne sais pas, c'est une question à débattre, Cyriac, et est-ce que ce schéma reste soutenable, au moins là, à horizon de quelques mois, quelques trimestres peut-être? Il y a plusieurs éléments à noter. Le premier, c'est qu'en effet, l'économie américaine, elle est quand même surprenante. C'est-à-dire que globalement, aux annonces de Donald Trump le début avril, qui nous annonçait des taxes stratosphériques, qu'il a finalement quasiment appliquées. Aujourd'hui, l'économie américaine collecte, enfin l'autorité américaine collecte environ 350 milliards, si on annualise ce qui est collecté en termes de tarifs douaniers, c'est énorme. Si on nous avait dit que ça allait être digéré par l'économie américaine et qu'on sortirait un PIB à 3 ou 4 et que les perspectives sont du même ordre, c'est clairement pas la position qu'on aurait eu le début avril. Donc cette économie américaine a une résilience et une capacité à se remodeler qui est quand même assez impressionnante. Et donc tout le monde cherche à comprendre comment elle peut réagir comme ça. Et donc en effet, l'IA et enfin tout ce qui est les gains de productivité sont une bonne piste.
Je trouve qu'aussi, au niveau du taux de chômage, il y a quand même un vrai sujet, et parce qu'on a du mal à remettre dans la même logique de dire OK, le taux de chômage, et en tout cas les créations d'emplois sont quand même en train de ralentir, et l'activité tient si bien. Alors certes, il y a peut-être des gains de productivité, mais pas de manière aussi importante. Et il y a une étude qui a été publiée par la Fed de Dallas que je trouve extrêmement intéressante sur le nombre de créations d'emplois qui est nécessaire pour maintenir le taux de chômage. Ouais. Et aujourd'hui, ils nous annoncent, alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même la Fed de Dallas, qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir 30 000 créations d'emplois par mois pour maintenir le taux de chômage au niveau actuel. Et ça, c'est très différent, parce que si vous référez à 2023... C'est plus 120 000 ou 150 000. Voire 200 ou 250 000. Et l'explication, elle est à chercher du côté de la démographie, et en tout cas de la politique migratoire de Donald Trump. Donc il faut bien comprendre que, de mon point de vue, il n'y a pas une raison qui explique que l'économie américaine tienne de cette manière-là. Je pense en effet, ça a été cité, la répartition des richesses est un vrai sujet aux États-Unis. Et le jour où les ultra-riches vont s'inquiéter, la consommation elle risque de chuter de manière extrêmement significative. Donc de mon point de vue, l'économie américaine est aujourd'hui relativement robuste, en tout cas plus que ce qu'on pensait. On verra quel chiffre de croissance, parce que je pense que la croissance 2025 sera quand même inférieure à celle de 2024 aux États-Unis. Mais par contre, j'ai quand même, en tout cas, l'intuition que sur les tarifs douaniers, on n'a pas encore vu la totalité de l'impact de ce qui le marché fait comme si le sujet était derrière nous, mais vous dites, attention, c'est un sujet qui peut revenir devant nous, en l'occurrence. Alors, moi, en termes d'allocation, pour moi, c'est aujourd'hui le principal risque dans une construction de portefeuille, parce que la partie... Alors, on a eu un très bon chiffre d'inflation, on était tous très heureux, mais je pense que la partie sur l'impact des biens et de ces hausses de tarifs douaniers, les entreprises ont déstocké. Enfin, il y a tout un mécanisme un peu mais qui ne peut pas durer éternellement. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on ait quelques surprises un peu moins favorables sur ce point-là dans les prochains mois. En tout cas, c'est un facteur de risque un peu dans ce qu'on disait. Quand le marché est aussi haussier, c'est plus intéressant de chercher les raisons qui se retournent que d'expliquer pourquoi ils montent. C'est un peu ça, voilà. Je vous confirme. D'accord avec l'idée qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne sur cette histoire de tarifs douaniers, d'autant que la situation n'est pas stabilisée partout. On verra ce qui ressort du grand rendez-vous entre Donald Trump et Xi Jinping cette semaine. Mais on pressent bien quand même que la pause ou la trêve avec la Chine est avant tout une trêve tactique, qu'elle permet d'acheter du temps, mais qu'elle n'achète pas une paix commerciale, en tout cas, entre les deux superpuissances. Et donc, ces histoires-là vont revenir, j'imagine. Non, et puis le taux a quand même augmenté considérablement. Et le taux a augmenté. Effectivement, il y a des menaces les menaces qui prévalaient... Il faut afficher le taux effectif de ce qu'on paye vraiment, et qu'il y a un écart encore assez important. Justement, il faut essayer de... Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, avec cette thèse, que l'inflation... Il y en a encore un petit peu dans les tuyaux, si je puis dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, le taux théorique que l'on calcule, on le calcule à partir d'un mix d'importation qui est complètement perturbé aujourd'hui. C'est-à-dire que les États-Unis importent beaucoup moins de la Chine que ce qu'ils importaient jusqu'à présent. Or, c'est la Chine qui dispose du taux le plus élevé. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, il est, je dirais, un petit peu plus technique, bureaucratique, c'est que c'est très difficile de collecter des taxes qui changent tout le temps, avec des exemptions, etc. Je ne pense pas que le logiciel des douanes américaines soit déjà mis à jour sur tout ça. En plus, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures dont la mise en application a été retardée. Et par exemple, si on prend le cas du bois, alors j'ai même vu quand on importe, par exemple, me semble-t-il, des objets qui vont dans la salle de bain ou même des objets d'ameublement, il y a eu une taxe supplémentaire qui a été décrétée. Et quand on regarde les prix qui sont collectés par les enseignes américaines sur ces produits-là, on voit que les prix ont augmenté. Donc en fait, c'est pas terminé. Et puis, je rajouterai autre chose sur l'inflation. Alors, il faudrait qu'on ait les chiffres. A priori, on n'aura pas les chiffres le mois prochain. C'est un énorme problème. Et d'autre part, la qualité de la donnée a aussi beaucoup... On parle beaucoup de la donnée de l'emploi. Mais pour ce qui est de l'inflation, on voit que... Alors, il y a une technique pour calculer l'inflation qui s'appelle l'imputation. Donc, on essaie de déterminer le prix d'un produit dans l'économie américaine. Et lorsqu'on n'a pas ce prix, lorsqu'on n'arrive pas à déterminer ce prix, on se réfère à un produit qui ressemble, ou qui est dans un autre État, mais qui n'est pas au niveau national. Bon, aujourd'hui, on atteint des records en termes d'imputation statistique pour le CPI, ce qui veut dire que dans un contexte comme celui-ci, où on a besoin d'avoir une analyse très fine des choses, on ne l'a pas. Et puis, sur la croissance américaine, on a quand même eu un ralentissement. Parce que le premier trimestre, on a, je crois, 0 ou un chiffre légèrement négatif, je crois. Sur le semestre, on est quand même en dessous. Moins 0,5. Voilà, on est quand même en dessous du potentiel sur le semestre.
Et effectivement, c'est assez étonnant. Elle fait preuve d'une grande résilience, cette économie américaine, du fait aussi de ce qu'on vient d'évoquer sur l'intelligence artificielle, etc. Et puis voilà, le fait qu'effectivement, l'inflation n'a pas encore trouvé son chemin là-dessus. Et donc ça, peut-être qu'on parlera juste après de ça, mais ça a des incidences pour la Banque centrale américaine. Oui, on va en parler. Mais modulo, évidemment, l'histoire des gains de productivité. Mais qu'est-ce que tout ça implique pour la Réserve fédérale américaine là-dessus, Vincent neutraliser la politique monétaire, c'est une bonne chose. Se précipiter ou se lancer dans une course effrénée aux baisses de taux, ça peut être aussi un risque à un moment pour le marché. Oui. Non, en effet, je dois dire que effectivement, le chiffre d'inflation était un peu meilleur qu'attendu et le marché s'en est réjoui. Si on regarde la décomposition quand même, on voit déjà un impact des tarifs douaniers, parce que l'inflation du prix des biens clairement a décollé. On sait que l'inflation dans les services reste assez élevée. Au final, si on regarde l'inflation sous-jacente américaine sur les 3 derniers mois, en annualisé, on est à 3,6%. C'est quand même un petit peu élevé. Avec toujours cette partie logement qui doit baisser quand même, voilà, alors, Vincent. Alors après, il y a la composante... et qui a baissé déjà. La composante loyer qui, effectivement, aide beaucoup, mais je trouve que l'inflation reste quand même assez élevée. Alors c'est vrai que la Fed a l'air beaucoup plus concentrée aujourd'hui sur les risques entourant le marché de l'emploi. Et donc, elle baisse ses taux. Elle va baisser les taux demain de 25 points de base, donc deuxième baisse consécutive. Le marché price, au total, dans ce cycle, encore 125 points de base, avec les 25 de demain compris. Ça me semble un peu beaucoup. Donc, voilà, je veux dire qu'on avait une vue positive sur la baisse des rendements américains. Ça fait plusieurs mois qu'on a pour objectif pour le 10 ans américain 3,80, 3,90. On n'en est pas loin, autour de 4%. Je veux dire, je ne serais pas trop gourmand là-dessus parce que le fait que la Fed baisse ses taux alors que cette inflation reste trop élevée et que l'économie américaine dans l'ensemble résiste bien, c'est quand même un risque pour la partie longue de la courbe. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait déstabiliser les marchés globalement si on avait des tensions sur les treasuries. Donc, je suis un peu plus prudent sur cette question-là. La Fed va baisser. Elle va même probablement interrompre très bientôt son resserrement quantitatif. Tout ça sont des messages quand même très encourageants pour les marchés d'actifs risqués. Mais je crains un petit peu, je crois que les risques sur les treasuries augmentent quand même, sur la partie longue de la courbe. C'est à court terme, c'est une bonne nouvelle, c'est des bonnes baisses de taux, c'est une bonne gestion du bilan, en tout cas favorable aux actifs risqués. Cyriac, d'accord avec l'idée que ça peut faire peser le second effet qui se coule, un risque aussi quand même sur un certain nombre de marchés très bien valorisés aujourd'hui, voire en bulle ici et là. Alors, je ne dirais pas en bulle, à l'exception peut-être de micro-marchés comme le quantique ou des choses comme ça. Par contre, sur le fait qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des mauvaises nouvelles sur ces marchés-là, sur la plupart des marchés américains, en tout cas le marché de la tech, ça, je le pense. D'accord. Le vrai sujet pour la Fed, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même réussi, le monde a changé. On a 2 baisses de taux, donc on en a une demain et puis il y en aura une en décembre. Bon, là, tout le monde est à peu près d'accord, le marché et la Fed. Là où ça diverge de manière assez significative, c'est 2026. C'est-à-dire que globalement, du côté de la Fed, on nous annonce une baisse de taux sur tout 2026, en tout cas à l'instant T dans les derniers dots qui ont été publiés en septembre. Et de l'autre côté, du côté des investisseurs, en tout cas des OIS, donc des anticipations des investisseurs, on est plutôt à 4 ou 5, enfin ça dépend des jours, c'est assez variable. Et donc, comment ça converge ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les OIS, c'est une anticipation moyenne, c'est finalement un prix d'équilibre. Et ce que je pense, c'est qu'en fait, ça reflète 2 choses. C'est-à-dire que soit on a une politique monétaire qui aura besoin de baisser peut-être que 1 ou 2 fois, et dans ces cas-là, il y a peut-être 50% des investisseurs qui pensent ça. Et il y a peut-être 50% des investisseurs qui se disent, là, l'économie, elle a très bien tenu, et à un moment donné, ça va lâcher, tout ça Boom va lâcher. Bust, quoi. Exactement. Et à ce moment-là, la Fed, c'est pas 4 ou 5, mais ça va vraiment être un mouvement de baisse qui va nous emmener beaucoup plus bas. Et donc, ce chiffre-là qu'on voit, qu'on suit tous les jours du côté des OIS... Soit c'est trop, c'est pas assez. C'est juste une moyenne, mais voilà, je pense qu'à la fin 2026, on ne sera pas à 4 ou 5, on sera soit en dessous, soit au-dessus. Ouais, je comprends. Bon. Et ça aura des conséquences sur les marchés actions. Ça aura des conséquences. Alors, je pense que la conséquence la plus néfaste, c'est l'autre option, c'est que finalement, s'il y a des baisses de taux, parce que c'est des baisses de taux paniques, là... De récession, quoi. De lutte contre la récession, ou de lutte contre un risque de récession. Un taux de chômage, par exemple. On sait que la Fed est très sensible à ça, et quand le taux de chômage commence vraiment à partir à la hausse, c'est quand même, pour le coup, économiquement, c'est quand même quelque chose de très difficile à faire se retourner. Donc, dans cette situation, je pense qu'en effet, sur les actions, globalement, les actifs risqués, plus largement d'ailleurs,
ça sera un sujet, donc une correction, alors pas 50%, j'annonce pas la fin du monde, mais on va une vraie baisse. Une Quoi. correction. Et par contre, si la Fed, finalement, on tombe dans l'autre scénario qui est 2-3 baisses de taux, peut-être que pour les taux américains, ça sera peut-être pas une aussi bonne nouvelle, mais ils se stabiliseront sur les niveaux actuels. Par contre, pour les actions, finalement, ça veut dire que tout roule plus tôt et donc il n'y a pas de raison. C'est de la croissance nominale toujours bonne à prendre. Quoi. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je ne vois pas de raison qu'il y ait un retournement extrêmement violent sur les actions. Ouais. Bon, il faut choisir une option plutôt qu'une autre, Florent. Là. Le problème avec le fait de favoriser l'emploi, c'est que pour le moment, on voit une dégradation qui est surtout liée non pas en termes de quantité d'emploi qui est détruit ou quoi que ce soit, mais en termes de qualité. Ouais. C'est-à-dire que le marché de l'emploi a considérablement perdu en qualité. Ce que l'on voit, pour être très très clair et très simple, c'est que les embauches se sont raréfiées, les licenciements n'ont pas énormément augmenté. On gèle la situation. Quoi. Et les démissions non plus. Non. Démissions, j'entends, pour changer de travail. Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est figé. Ouais. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-il figé ? Est-ce qu'il y a un ralentissement profond à l'œuvre depuis plusieurs mois, donc avant l'arrivée de Donald Trump, et finalement, ça n'est que le reflet de cela, et Donald Trump n'y est pour rien. Est-ce qu'effectivement, le fait de la politique migratoire, l'incertitude générée a figé la situation, et donc dans ce cas-là, on peut être tenté de se dire que ça va repartir. Ouais. Donc moi, je suis plutôt dans ce camp-là. D'accord. Je pense que la dégradation du marché du travail, ça peut se redébloquer. Elle est avérée, d'accord. Mais on n'est pas dans une situation qui semble être insoutenable. Quand on regarde le taux de chômage, lorsqu'on l'a, oui, ça n'est pas le cas actuellement. Ce qui ne dérange personne, visiblement. En tout cas, les marchés, eux, continuent leur marche en avant. Parce qu'en fait, sur le marché de l'emploi, contrairement à l'inflation, il y a plein d'indicateurs qui nous permettent d'y voir un tout petit peu plus clair. Je pense à des entreprises privées qui fournissent de la donnée, etc. Donc et maintenant, on est quand même alimenté. En tant qu'économiste de marché, vous êtes quand même alimenté par un certain nombre de données qui ne sont pas les données officielles, mais qui sont des données exploitables. Le problème, c'est celui que vous avez mentionné, c'est qu'effectivement, il y a une dichotomie entre ce que ressent la population américaine et ce qui se voit dans les chiffres. Autrement dit, encore tout à l'heure, on a eu une enquête du Conference Board. Alors, la situation s'est légèrement améliorée, donc ça va plutôt dans mon sens. Pour le consommateur américain ? Pour le consommateur américain, sur sa perception du marché de l'emploi. Ça s'est dégradé depuis plusieurs mois, et là, ça se stabilise dans la dégradation. Oui, d'accord. Mais eux sont systématiquement beaucoup plus pessimistes que ce que nous disent les chiffres de l'emploi. Le taux de chômage, très honnêtement, sur le mois de septembre, donc les chiffres n'ont pas été publiés, c'est difficile d'envisager qu'il ait augmenté significativement. Et pour le mois d'octobre, avec ce qu'on a des différentes sources, c'est un peu dégradé, forcément. Peu de raisons non plus d'anticiper que ça ait fortement augmenté. Donc ça fait déjà 2 mois où la situation ne s'est pas dégradée, c'est voire stabilisée là-dessus. Et donc effectivement, je suis d'accord, demain, non, c'est pas demain, c'est demain. C'est demain à la Fed. Demain soir, oui, voilà. la décision. Bon, elle va baisser les taux, ça paraît évident, parce que c'est dans la continuité de ce schéma-là. Mais j'irai même plus loin, en décembre, je ne suis pas sûr qu'elle le fasse. Ouais, je comprends. Et parce que l'incertitude, peut-être que sur la balance des risques, en tout cas moi, c'est ma prévision, sur la balance des risques, va se peser un risque plus fort du côté de l'inflation que du côté de l'emploi. Je ne suis pas en train de dire que l'inflation va exploser à la hausse et qu'elle va être durable, etc. Mais comme on parle de boss, on parle de boss d'inflation. On dit que les tarifs douaniers vont entraîner une hausse de l'inflation. Et que ça... Le problème, c'est que la bosse, on ne sait pas si on est au pic de la bosse. Et surtout, étant donné que les chiffres nous montrent plutôt de bonnes nouvelles, on serait tenté de se dire que la bosse, elle va durer un peu plus longtemps. Elle va être moins haute, mais elle va s'étaler. Donc la Fed, en fait, effectivement, quand on regarde les chiffres annualisés, on n'est pas sorti du bois. Et puis je caricature un peu, mais sur le dernier rapport de l'inflation, ce qui a sauvé, entre guillemets, la publication, c'est un chiffre de rythme mensuel de progression des loyers mesurés dans le CPI un tout petit peu moins élevé qu'à l'accoutumée. Des voitures d'occasion dont le prix a diminué. Et de l'assurance automobile, au moins le mois qui a baissé, alors que généralement ça montait. Je caricature le trait. Non, mais d'accord. J'ai été surpris comme tout le monde, mais voilà, il faut aussi expliquer les choses. Bon, on verra. Discours de Jérôme Powell demain soir, évidemment. Un mot peut-être au passage de la Banque Centrale Européenne. Vincent, si vous voulez bien, qui tiendra sa réunion jeudi. Je crois, une dernière enquête auprès de Bloomberg montrait que les économistes attendaient rien pendant les 2 prochaines années de la Banque Centrale Européenne. Oui. Comme la BCE le dur dit. d'imaginer qu'une banque centrale fera rien pendant 2 ans, quelle qu'elle soit. Mais bon, en tout cas, c'est la vision des économistes aujourd'hui. Comme la BCE le dit, ils sont dans une bonne situation. Good place.
notamment au niveau de l'inflation. Alors nous, on pense qu'effectivement, le cycle de baisse des taux est terminé. Ceci dit, le risque, me semble-t-il, penche plutôt du côté d'une baisse supplémentaire dans ce cycle, plutôt qu'une remontée. Donc vous appelez pas tout de suite une prochaine hausse de taux de la BCE? Non. D'accord. Il me semble que il peut y avoir quand même le risque d'une baisse est plus important que celui d'une hausse, notamment parce que l'inflation pourrait surprendre à la baisse. Et au mois de décembre, on devrait avoir les prévisions du staff sur jusqu'à 2028. Oui. Si on a effectivement une inflation qui est ancrée à un niveau inférieur à 2% sur plusieurs années, ça peut quand même soulever des questions au sein du comité. On a quelques risques à la baisse. Bon, d'abord, la croissance reste quand même assez faible en Europe, même si on espère que enfin la mise en place du bazooka fiscal allemand, budgétaire allemand, aide à la reprise économique. On a quand même un euro globalement qui est assez fort et c'est plutôt désinflationniste. Et puis on a également les exportations chinoises vers l'Europe, puisqu'effectivement les exportations chinoises vers les États-Unis se dégradent, mais par contre les exportations vers l'Europe augmentent et le solde notamment commercial Allemagne-Chine se détériore de façon très significative. Et on sait que ce changement dans la destination des exportations chinoises peut créer de la désinflation en Europe. Et donc, tout ça fait que le risque du côté de la BCE est plutôt à une nouvelle baisse des taux. Ouais, d'accord avec ça, Laurent? Pas évident. Un petit peu différent. Notre scénario est un peu différent. On est un peu comme la dernière fois au début d'année. Alors, il y a eu toutes les choses après, mais on est plus optimiste que le consensus sur la croissance européenne. Alors, je sais que ça peut paraître très. Mais il y a de quoi être confiant. Peut-être pas maintenant à l'instant T, parce que les chiffres sont pas encore là pour être spectaculaires, mais il y a quand même, à horizon 12-18 mois, de quoi être confiant quand même. Au-delà du plan allemand, qui est indéniablement un facteur de soutien et que tout le monde a envisagé comme étant quelque chose qui permettrait un redressement conjoncturel de la zone euro, on voit quand même un faisceau d'indicateurs qui se redressent petit à petit. Alors, un peu moins en France, mais pour les raisons qu'on connaît bien. Mais quand même, même en France, voilà. Mais on a comme ça des indicateurs de cycle avancés qui nous montrent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. La construction, par exemple, des secteurs lourds, effectivement, on voit des signaux, alors partant de niveaux très bas, mais on voit des signaux et puis ce qui frappe aussi, c'est que la consommation des ménages en termes de contribution à la croissance de la zone euro, alors elle est redevenue positive, c'est une bonne nouvelle, mais on n'est pas sur un rythme qui correspond à ce qu'on connaît habituellement. Et on sait que la hausse des revenus réels, elle est avérée. On l'a vu, l'inflation a diminué, les gains de pouvoir d'achat sont réels, y compris en France. Et pour autant, la croissance de la consommation est encore un petit peu timide. Donc, on a quand même des vents porteurs, de ce point de vue-là, que représente effectivement une hausse de la consommation à venir du fait de gains de pouvoir d'achat. Sur l'investissement, c'est un petit peu compliqué. Sur les exportations, il est fort probable qu'effectivement les exportateurs montrent des signaux de faiblesse sur les chiffres qui vont être publiés ici. Enfin, là, au troisième, au quatrième trimestre. Mais effectivement, après, il y a l'élan du plan allemand. Il faudra voir comment il se déploie. Mais il y a quand même, dans les enquêtes, le sentiment déjà allemand précède toute relance, alors même que la croissance, elle est quand même au ras des pâquerettes en Allemagne. Mais il y a, à mon sens, beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'on est sur un redressement conjoncturel à l'horizon. Et donc, nous, on considère également que les choses pourraient se mettre suffisamment vite en place pour que la BCE ne soit pas incitée, voire poussée à délivrer une dernière baisse de taux. Nous, on considère que le cycle est terminé, mais ça fait déjà un petit moment déjà. Effectivement, à mon sens, là, je partage l'idée, c'est qu'effectivement, le risque, c'est plutôt qu'il y ait une baisse de taux qu'une hausse. Mais à mon sens, c'est terminé même jusqu'à la fin de l'année. Ça se matérialisera pas forcément. On verra, les dernières projections montrent quand même une inflation qui doit passer pour un temps largement sous les 2%, autour de 1,5, je crois, au cours du premier semestre 2020. Je pense que ce sera un petit peu plus élevé. Sur le plan et vous pensez qu'on sera plutôt sur l'inflation. Bon, on verra. Sur le plan de l'investissement, l'Europe reste toujours une zone intéressante, à privilégier même peut-être par rapport à un marché américain. Est-ce que c'est un état d'esprit qui persiste ou pas forcément, Cyriac? J'aimerais vous dire oui, mais la réalité, c'est que non, en fait. On se faisait la remarque avec mon collègue Action, et en fait, on pourrait quasi développer un modèle sur la surperformance des actions européennes par rapport aux États-Unis, aux actions américaines.
qui durent entre 3 et 6 mois, qui apparaissent tous les 3 à 5 ans, et D'accord. puis après ça Ça redisparaît. fonctionne. Voilà. Ouais. Et malheureusement, on a commencé toute notre. Donc là, ça notre s'est fait au début d'année, en fait, c'est ça. Hein. Ça s'est Ça fait au s'est- début d'année, et ouais, là, c'est ça ça. s'inverse. Et là, pour le coup, les Ouais. actions américaines, depuis 3-4 mois, Depuis la fin de surperforment l'été, ouais. très Ouais. nettement les actions européennes. Alors, il y a des histoires sur l'Europe. Hein. On parle du plan de relance allemand. Il y a des choses qui peuvent être favorables. Mais quand vous prenez une vision un peu plus long terme, globalement, les États-Unis ont quand même, en tout cas, si je compare aux États-Unis, il y a quand même des choses qui sont très favorables aux actions américaines. Et je vais te donner juste un chiffre. Sur le Q3, là, on parle de la saison des résultats qui a lieu en ce moment. Aux États-Unis, on attend 13 à 14%, attendu à 10-11, mais comme systématiquement, c'est On toujours bat le au-dessus, consensus on va terminer à 13-14. sur un an ou en séquentiel Sur un an. Sur un an. C'est clair. Ouais. Et du côté européen, on est à 0. Donc, et malheureusement, c'est pas nouveau. Non. Et donc, globalement, certes, les actions européennes se payent moins cher. Point positif pour les actions européennes. Mais au total, de notre point de vue, en tout cas, on est plutôt dans une position de neutralité. Alors, j'ai quasi positif d'une certaine manière sur l'Europe, puisqu'on n'en est pas sous-exposé. Non, Mais ouais. d'avoir une vision structurellement favorable sur l'Europe, sur les actions européennes, ça me semble compliqué si on est dans une vraie rationalité. Et aujourd'hui, en fait, sur les 4 grandes zones que sont les émergents, le Japon, les États-Unis et l'Europe, chaque zone a un peu ses points positifs, ses points négatifs. Et finalement, je trouve qu'il n'y a pas une zone qui vraiment se distingue et sur laquelle il faut avoir un pari extrêmement actif dans un portefeuille action. Mais c'est bien d'être positionné quand même sur l'ensemble de ces zones, au moins d'être neutre à peu près sur l'ensemble de ces zones, vous dites. Exactement. De notre Cyril. point de vue, il n'y a D'accord. pas de sous-exposition. Le Japon a aussi une histoire qui est tout à fait intéressante aujourd'hui avec changement politique qu'on voit, mais un vrai changement pour le coup de paradigme japonais dans la manière de percevoir les entreprises, la manière dont les entreprises se comportent vis-à-vis des investisseurs, et ça fait quelques années, mais je veux dire, ça commence à délivrer de manière assez claire. Et donc le Nikkei à 50 000 ou au-delà de 50 000, ça doit pas faire peur et Non. c'est pas un plafond de verre Pas qu'on du- pensait infranchissable depuis les années 90, quoi. Pas du tout. Je pense que D'accord. l'histoire sur le Japon a complètement changé, mais en même temps, si je veux être tout à fait honnête, il y a d'autres arguments qui sont un peu plus défavorables aux actions japonaises. Il y a cette problématique typiquement du yen qui continue à baisser. Alors quand vous êtes un investisseur européen, vous avez intérêt à avoir hedgé votre position, couvert votre position, parce que la perte du yen, la baisse du yen est quand même assez impressionnante et elle dure depuis plusieurs années. Donc, il y a quand même des facteurs qui sont un peu plus problématiques. Et finalement, je trouve dans les grandes zones, peut-être celle qui est le plus à suivre aujourd'hui, c'est les émergents, tout simplement. Hein, parce que les émergents étaient très en retard. Tout le monde était négatif sur cette zone-là, en particulier sur la Chine, pour des bonnes raisons. Et finalement, la guerre commerciale a... Peut-être qu'en déclenchant cette guerre commerciale, Donald Trump a mis fin d'une certaine manière à cette situation-là, parce que on met les choses à plat. Et là, globalement, on sait, voilà... Chacun prend sa responsabilité. Voilà, Quoi. exactement. Ah ouais. Et du côté des émergents, je trouve que, il y a certains indicateurs qui sont intéressants. Le seul problème, c'est qu'au niveau des bénéfices, si vous regardez un indice MSCI émergent, vous n'avez pas une belle dynamique comme on peut les avoir aux États-Unis. Ouais. Donc, la valorisation est attractive, mais on n'a pas encore dans les résultats des entreprises émergentes, au sens large, une dynamique qui me permet d'être surexposé sur cette zone-là. Juste un petit mot sur la dynamique bénéficiaire des entreprises américaines. Vous regardez ça en agrégé, c'est une dynamique bénéficiaire qui est très distordue, j'imagine, tirée par tous ceux qui vont publier dans les 48 prochaines heures, entre autres. Exactement. Ça, Alors, il y a un secteur qui... Il y a une bulle de profit, quoi. Il y a une bulle de sous-profit, c'est le secteur énergétique, qui est vraiment dans une... Alors, mais il faut avoir en tête que ça représente quelques pourcents aujourd'hui d'un indice américain, donc c'est pas si important que ça. Mais il y a quelques secteurs qui clairement tirent cette dynamique bénéficiaire. Sur les émergents, je voyais acquiescer, Vincent, la question étant, est-ce que la surperformance qu'on observe des marchés émergents, c'est juste une question de rattrapage, de positionnement des investisseurs aussi très sous-exposés à ce thème-là, ou est-ce que c'est une histoire plus longue qui peut se développer, comme on a connu cette séquence 2001-2007 pour la Chine, qui a été, alors avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, bien sûr, mais qui a été un long cycle de performance et de surperformance pour ces marchés-là. Oui. Non, mais on sort d'un très long cycle de sous-performance des marchés émergents, les actions, mais également les devises. Et là, on est dans une période, je pense, où, au contraire, le dollar américain a plutôt tendance à s'affaisser. Il reste assez élevé, mais alors récemment, il s'est plutôt stabilisé. Mais ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure sur la Fed, c'est également les questions d'indépendance. Oui. On garde en tête qu'on va avoir un nouveau chairman qui va être nommé prochainement, d'ici la fin de l'année, probablement, même si le changement ne se fera ensuite qu'en mai.
avec des interrogations sur l'indépendance de la Fed, ce qui n'est jamais très bon pour la devise. Et on voit également que la croissance des pays émergents a accéléré par rapport aux marchés développés. Et ça, c'est également plutôt un signe positif pour les actions. Sur la croissance émergente, on a également une redistribution. C'est-à-dire que la Chine était très dominante, mais si on fait un peu de prospective, la croissance chinoise ne va plus dominer celle du reste des marchés émergents. Donc on a quelque chose de plus, de mieux distribué. Ouais, je comprends. Et en l'occurrence, sur la Chine, on est également assez positif sur la technologie. On sort là de meetings importants des autorités chinoises et on voit ce focus très important sur la technologie, cette volonté d'être très compétitif sur la technologie. Être cutting edge, à la pointe, Voilà. et en même temps indépendant. Voilà. Et en même temps indépendant. La double dimension. Exactement. Et la troisième serait probablement de rééquilibrer la croissance chinoise, qui aujourd'hui, depuis très longtemps, est soutenue par l'investissement. Il faut davantage de consommation. Ça fait 25 ans que j'entends ça, oui, Vincent, là... et sans doute d'autres que moi depuis plus longtemps encore. Mais petite parenthèse, j'ai entendu pendant 20 ans que le Japon était en déflation et qu'il n'en sortirait jamais, et que notre seul modèle, c'était le Japon, qu'on allait tous finir comme le Japon, que c'était la japonification du monde. Visiblement, l'histoire du Japon est peut-être en train de s'infléchir au moins en partie. Donc je me dis que tout est possible. L'histoire de la Chine, oui. Non, je pense qu'on a un infléchissement et on parle maintenant dans les milieux officiels de réduire le poids du secteur public dans l'investissement en Chine, qui est très important, et de faire davantage du privé, pour tout ce qui est la sécurité sociale et la confiance du consommateur pour que on ait un décollage à ce niveau-là. Donc voilà, au total, oui, il me semble que les perspectives sur les actions émergentes restent plutôt favorables. Bon, un mot sur la sphère émergente ou la Chine en particulier, Florent ? Alors sur la Chine en particulier, je partage effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de réorienter le modèle de croissance. On voit que c'est pas sans difficulté. On voit aussi que l'économie chinoise n'est pas sortie de son marasme, si les je puis chiffres dire. sont pas bons. Il n'y a pas d'amélioration spectaculaire des chiffres. Les chiffres ne sont pas bons, mais parce que le soutien budgétaire et monétaire n'a pas été non plus au rendez-vous. Ça, c'était un peu le grand espoir des marchés, effectivement. C'était qu'il y ait un soutien beaucoup plus franc de la part des autorités monétaires et budgétaires, même pendant la guerre commerciale, où il y a un moment où Donald Trump a mis des 145, 150%, la réaction de la Banque centrale chinoise, elle n'a pas été non plus énormissime. Il y a eu des petites dévaluations du yuan, etc., mais pas dans des proportions extraordinaires. Après, sur les marchés d'actions, là, encore une fois, je vais prendre le pari inverse. Nous, on est plutôt d'avis qu'il faut diversifier au-delà des États-Unis. Alors, je vais me concentrer uniquement sur le monde développé, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, comme on vient de dire que nous, on est un petit peu plus positif, notamment sur l'Europe en termes de croissance, ça voudrait dire que une des explications, c'est pas la seule, je le conçois, qui effectivement provient du fait que les États-Unis aient surperformé l'Europe, parce qu'il y avait un différentiel de croissance bien plus important, notamment de productivité. Et vous voyez ce différentiel se réduire, si ou en tout cas marginalement, quoi. Je dirais pas la fin de l'exceptionnalisme américain, mais l'atténuation de l'exceptionnalisme américain. Voilà, tout simplement une convergence, une tentative de convergence, en tout cas une atténuation de ce gap, pourrait engendrer effectivement des réorientations des flux. Donc on reviendra plus tard pour voir si ça se confirme. Mais... L'exceptionnalisme américain face au fédéralisme pragmatique européen. Okay. Ça, c'est la dernier concept poussé par Mario Draghi. Et on verra effectivement où tout cela mène. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Wabon, Ecofi, Vincent Chéniaud, General Investments et Cyriaque Dayan, Sanso Longchamp Asset Management.